J'ai failli perdre la vie en voulant la trouver. À fuir ce qu'on est, on finit par se perdre. Et j'ai bien failli perdre la partie en voulant rester dans un schéma de vie qui ne correspondait pas du tout ni à mes envies ni à mes rêves. Longtemps, je me suis sentie perdue et incomprise. Aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que je suis toujours incomprise, mais que je me suis trouvée, et c'est tout ce qui compte. Mais pour ça, il a fallu me battre contre mes propres démons. J'ai croisé la route de la tristesse profonde, de l'ébullition mentale, et pour clôturer le tout des idées noires. Avenir incertain, pas de thunes, une peur de l'abandon exacerbée, un cœur aux miettes et mon cœur s'arrête. Le corps dépourvu de toute vie, une alimentation aussi bancale que mes pensées, et une enveloppe charnelle éprise des mains d'un autre. Geste que je n'ai consenti. Je erre dans ma propre vie entre sommeil et insomnie. Je jongle, je vacille et mon cerveau nous crie de tourner le volant à tout moment, à chaque fossé. Mais pourquoi ça crie dans ma tête sans cesse? Pourquoi j'ai envie de tout et de rien en même temps? J'ai vraiment l'impression de nager à contre-courant. Alors je tape sur mon clavier, désespéré. Idée suicidaire, comment y remédier? On me propose 5 astuces pour combattre le blues, la nuit noire de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, à ce moment-là, la seule qui peut t'aider, c'est toi. Toi et toi seul face au néant que la vie t'offre en cadeau. De si beaux yeux pour ne pas voir l'avenir, c'est quand même triste. Et mon cœur, lui, qui ne réclame juste d'être enfin écouté. Alors celle que vous avez devant vous remercie infiniment celle que j'étais. D'avoir bravé vents et marées, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons atteint la destination tant convoitée, la paix. Celle que je suis aujourd'hui prendrait tendrement celle que j'étais, pour la serrer fort et lui promettre que tout ça ne sera que de passage. Que dans quelque temps tu connaîtras un bonheur si immense en acceptant d'être toi-même que tu n'en croiras pas tes yeux. Ton cœur battra enfin pour quelque chose de vrai qui a du sens. Alors merci, merci à cette période de ma vie qui m'a tant assaillie, mais tant construite. Je suis devenue le partenaire dont j'avais besoin. Beaucoup disent que je suis forte ou inspirante. Moi je réponds juste que j'ai souffert. J'ai touché le fond des abysses pensant qu'il était impossible de remonter. C'était ça mon Everest, le gouffre dans lequel j'étais tombée. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Off the Record, épisode 2. C'est Julie au micro. Waouh, je pense que le décor est posé après cette intro. Alors je me suis permise de le lire, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit avec mon cœur il y a quelques temps de ça, et j'avais pas envie de l'apprendre par cœur. J'ai envie d'être totalement honnête avec vous et de juste vous livrer ce que j'ai mis sur le papier ici à l'oral. Alors oui, je reviens de loin. Et si tu te retrouves dans la situation que j'ai poétiquement décrite précédemment, sache que tu n'es plus seul. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te livrer mon expérience dans la plus grande des honnêtetés, ainsi que mon ressenti et comment je m'en suis sortie avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Je vous avoue qu'à la base, je voulais parler d'un autre sujet, mais j'ai tellement de choses à vous confier, d'expériences à vous transmettre que je pourrais tourner un podcast tous les jours. Mais je me suis dit que ce sujet était vraiment d'urgence publique, on va dire, parce qu'il est le sujet pour lequel je me suis lancée à la base, ni plus ni moins. Je me suis dit, le jour où je m'en sortirai, faut que j'en parle publiquement, il faut que j'aide les gens autour de moi, parce que moi, j'ai pas trouvé cette bouée. La bouée, c'était moi, et même si j'ai eu du soutien vis-à-vis de mes proches, j'ai dû trouver des solutions seule, des solutions qui étaient adaptées à moi, mais c'est toujours compliqué quand on ne trouve pas d'objectivité et de solutions autour de soi. C'est toujours très compliqué. Donc ce podcast, j'espère, servira au moins à une personne. J'aimerais tout d'abord commencer ce podcast par faire un petit disclaimer. Voilà, parce que ce podcast va parler d'idées noires. Voilà. Je vais être totalement transparente avec vous sur ce qui m'est arrivé. Donc il n'y aura pas d'épisode de scarification, etc. Ça sera simplement, entre guillemets, des idées. Mais voilà, pour ceux qui sont sensibles à ce sujet, je vous laisse revenir sur ce podcast quand vous serez prêts ou simplement l'écouter en étant accompagné. Mais aussi, ce petit disclaimer sert à préciser que je ne suis pas du tout là pour me plaindre, je ne suis pas là pour recueillir une quelconque pitié de votre part. Je suis simplement là pour délivrer mon expérience parce que je pense qu'elle est d'utilité publique, que ça peut sauver des vies ou alors aider des personnes à se sortir du marasme et que j'ai fait de cette expérience une force. Que cette expérience, aussi traumatisante fut-elle, fut aussi un cri du cœur et du corps, comme un défibrillateur qui me rappelle à la vie.
Donc voilà, je voulais vous transmettre mon expérience que j'ai ressentie à l'intérieur de moi et comment j'ai vécu cette période traumatisante de ma vie. Voilà. Bonne écoute. Alors, par où commencer? Je vous avoue que j'ai rédigé ce podcast parce que je voulais pas le faire de manière hyper spontanée parce que j'avais peur de me perdre et de vous perdre. J'avais besoin d'être assez concise et assez droite dans mes propos pour ne pas me perdre tout simplement parce que je pense que il y a tellement de choses qui viennent se greffer à cette période que du coup j'avais peur de partir dans tous les sens et de perdre le fil rouge. Donc j'ai commencé à faire des chapitres et à rédiger un petit peu et du coup voilà, ça me donnait un espèce de plan dans la tête. Donc aussi loin que je me souvienne, que ça m'est pris ces dernières années, on va dire, on va commencer en 2021, fin 2021, quand je me suis retrouvée toute seule à Toulon. Donc comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, j'avais arrêté mon master, donc j'avais déjà pris une première responsabilité à 22 ans de quitter mes études. Donc c'était déjà une chaîne de plus en moins qui s'enlevait à moi, à mes pieds. C'était quelque chose que je commençais à très mal vivre, mes études. Donc du coup, j'ai décidé de rompre mes études pour me laisser respirer, me laisser de la liberté. À ce moment-là, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et je suis très fière de l'avoir fait, de m'être écoutée. Il faut savoir du coup que j'étais à Toulon, que je n'avais plus d'études, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je n'avais pas mes amis, ma famille proche de moi, et quelques mois plus tard, après avoir quitté mon master, c'est mon couple qui vient à sauter. Du coup, j'avais une double rupture triple rupture même, entre ma vie de famille et amis, ma vie d'étudiante et ma vie de couple. Voilà, triple rupture, et du coup, en me retrouvant toute seule comme ça, rien d'autre à faire que de travailler sur soi. Voilà. Donc c'est ici que j'entame mon travail de développement personnel et spirituel. En fait, ce travail spirituel et personnel vient aussi à moi malgré tout. Je commence à avoir quelques petites actions pour moi-même dans la vie qui commencent à vraiment me rendre fière et me faire un peu gagner confiance en moi. Voilà, je recommence à avoir confiance en moi parce que c'est vrai que même dans ma relation amoureuse à ce moment-là, j'étais juste devenue l'ombre de moi-même. Voilà, j'étais plus du tout la personne que j'ai toujours voulu être ou que j'ai été. J'avais plus du tout confiance en moi, je m'étais vraiment perdue dans cette relation et au fur et à mesure voilà de me retrouver seule, etc., et de faire les démarches seule, par exemple de trouver un appartement, tout ça, ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Donc j'ai voulu creuser encore et encore un peu plus dans le développement personnel, me surpasser, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore sortir de ma zone de confort, ça a toujours été un trait de caractère chez moi. Donc voilà, j'ai toujours voulu me dépasser, voir plus loin, voir ce que je pouvais acquérir de plus comme connaissances, etc. Même en termes de sport, où est-ce que je pouvais aller, etc. Donc c'est vraiment une année quand même très enrichissante à ce niveau-là. Donc fin 2021, je finis l'année seule. Donc les premières fêtes que je passe seule, mais très heureuse d'être seule, vraiment très heureuse. Je commence à m'investir à mort dans le sport. Je vais tous les jours à la salle parce que j'ai pas d'amis et que j'ai un peu que ça à faire en soi. Au début c'est comme ça, et après ça se joint à mon bien-être. Mais également j'investis dans les lectures, voilà, lectures qui me passionnent. J'investis dans des livres de développement personnel et d'ouverture spirituelle qui m'ouvre l'esprit du coup. Pour le coup, ça a vraiment bien marché. J'ai tout déconstruit en fait, ce que j'avais tout appris depuis ma naissance, les schémas de vie, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui est bien, ce qui est mal, même si en soi le curseur c'est nous qui le plaçons. Mais voilà, ça a détruit beaucoup de cases en fait. C'était l'image que je peux vous donner, c'est vraiment la boule de bowling qu'on jette dans le jeu de quilles et c'est un strike quoi. On détruit tout pour tout reconstruire. Et moi, j'en étais à ce niveau-là. J'avais mon travail, j'avais ma petite vie, je menais mon petit train de vie finalement. Et au fur et à mesure du temps, je commençais à avoir du mal à m'entretenir avec des gens parce que justement, j'avais ces croyances que je détruisais en moi, que je déconstruisais, on va dire, qui commençaient à être du coup une limite en termes de sociabilité. Parce que je trouvais plus d'intérêt en fait à échanger avec les gens de mon entourage, ou alors c'était vraiment très futile, ou il y a vraiment très très peu de personnes qui ont attiré mon attention à ce moment-là, ou les personnes dites émotionnellement intelligentes, dans le sens où elles commencent à vraiment être ouvertes, elles étaient dans le même chemin que moi en fait.
Et c'est le genre de personnes qui m'intéressaient, c'est les personnes qui avaient beaucoup d'empathie, beaucoup de recul sur la situation, sur le développement spirituel, mais qui avaient quand même cette ouverture d'esprit de développement spirituel. Enfin, je passais pas pour une folle, quoi, quand je parlais d'énergie, etc. Donc c'était assez enrichissant, mais du coup, j'avais pas beaucoup de personnes comme ça dans mon entourage. Donc je commençais déjà un petit peu à m'isoler. Et arrive l'été 2022, du coup, où là, c'était le début de la descente aux enfers. J'ai commencé à être un petit peu l'ombre de moi-même parce qu'en m'isolant des gens, et ben, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps seule, par conséquent, et à beaucoup gamberger, voilà, beaucoup réfléchir, beaucoup trop. Je me noyais vraiment dans mon développement personnel et je me noyais dans ma solitude et ça a mené vraiment à une ébullition mentale qui m'a mené à ma première phase très très sombre. Donc je suis restée très longtemps chez moi. En fait, je vivais par défaut. J'étais plus qu'en pilote automatique parce que je dormais très très peu la nuit. Vraiment, quand je vous l'ai dit au début, j'oscillais entre sommeil et insomnie. C'était vraiment très particulier. J'avais toujours en fait ces questions qui tournaient dans ma tête. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais en grande distribution, donc j'avais vraiment cette urgence en moi de me sortir de ça parce que j'étais frustrée d'avoir fait des études et puis au final de me retrouver en grande distribution et puis d'un autre côté vraiment je me sentais si bien avec mon équipe que j'avais peur d'y rester. Enfin, vraiment c'était pas le projet de vie que j'avais pour moi à la base et du coup cette ébullition mentale naissait aussi de cette urgence. C'est-à-dire que l'urgence c'était je veux absolument trouver ma voie mais je trouve pas. Donc je continue à lire, je continue à regarder des vidéos et au final je trouve toujours pas les réponses à mes questions et je réfléchis. En fait, je forçais la réponse à venir à moi par l'activité mentale et c'est totalement nocif parce que du coup soit on se fait des films, soit on va beaucoup trop dans la réflexion, soit on active vraiment cette ébullition mentale qui moi m'a complètement mis HS. J'avais plus aucune énergie, plus aucune ambition de quoi que ce soit. Et en même temps, tout en même temps. C'est très contradictoire. J'avais plein de projets en tête, je voulais faire 10 000 choses à la fois, mais en même temps, j'avais la force de rien. Donc du coup, c'était très frustrant parce que du coup, mon cerveau, c'était comme s'il il me tirait une sirène d'alarme. Vas-y, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Et d'un côté, mon corps qui est une loque complet dans mon lit. Et l'image de la sirène pour mon cerveau c'est vraiment une très bonne image parce que du coup vous voyez la sirène des pompiers qui tourne, la lumière, le bruit, etc. Moi c'est vraiment ce que je ressentais dans mon cerveau. C'était waouh, un trop plein d'informations, je pense, dû à mes lectures et à ma réflexion qui se mêlent. Et du coup waouh, c'était vraiment un trop plein. Et cette première phase m'a fait beaucoup de mal et m'a fait très peur. Donc j'ai commencé à chercher sur internet ce qui se passait. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, je tombais que sur des vidéos la nuit noire de l'âme. Et je me disais mais punaise, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce concept que moi j'arrive pas à comprendre? C'est quelque chose de très abstrait qui touche à la spiritualité, mais que j'arrive pas à comprendre. Genre moi je voulais avoir des réponses, je voulais limite avoir un diagnostic de médecin. Vous êtes en angoisse exponentielle, j'en sais rien, quelque chose. Je voulais vraiment avoir un diagnostic très cartésien à ce niveau-là. Et la seule réponse que je trouvais, c'était vous êtes dans la nuit nord de l'âme. Et je me disais mais punaise, c'est pas possible. Il y a personne qui ressent ce que je ressens là, cette ébullition mentale, ce cercle vicieux de waouh, j'arrive pas à dormir et du coup je réfléchis encore plus et du coup ça me met encore plus la pression et du coup je bouge pas, donc ça me remet encore plus la pression. Enfin c'était très intense comme période et en même temps si long. Vraiment le temps était long. C'était atroce et j'avais perdu cette flamme de vie en fait que j'avais en moi. Et on sait tous comme c'est frustrant de ne pas comprendre ce qu'on a en face de nous, de juste être là, ok, c'est super, c'est une réponse, mais c'est pas la réponse qu'il me faut. Donc il y a toujours ce vide et cette étincelle qui manque à l'intérieur de moi. Et d'un autre côté, rajoutons au fait que du coup j'avais tout déconstruit dans mon processus de développement personnel, dans toutes mes croyances, et que par conséquent mes standards
envers les autres, envers les relations que j'entretenais, était complètement détruit aussi. Je repartais de zéro. Donc il y avait ce truc de j'accepte en fait les gens qui viennent à moi sans filtrer en fait, sans me dire ah ouais peut-être que c'est une mauvaise personne, peut-être que ah non peut-être cette personne me convient pas. En fait cette personne m'apportera pas ce que j'attends ou voilà, c'était un peu sans filtre et j'avais redéveloppé une dépendance affective. Je sais que j'en avais quand j'étais gamine. J'avais réussi à un peu partiellement soigner ça, mais je l'ai retrouvé quand j'étais à Toulon. Voilà, en fait, je m'accrochais beaucoup à des gens qui me faisaient du mal, mais pas forcément de leur plein gré, simplement qui ils comblaient un manque d'affection que j'avais, mais ils m'apportaient rien. Donc du coup, moi, je m'investissais à mort dans la relation, mais du coup, eux, ils comprenaient pas parce qu'ils m'apportaient pas tant, donc ils comprenaient pas pourquoi j'apportais autant dans la relation. Enfin bref, c'était vraiment un cercle vicieux où je me retrouvais vraiment beaucoup seule. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup versé de larmes pour des gens qui au final m'ont pas apporté grand-chose, même rien du tout. Mais voilà, il y a cette dépendance affective aussi qui s'est greffée à mon petit mal-être et du coup vraiment ça faisait effet boule de neige en fait. Il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient et à chaque fois ça greffait une nouvelle souffrance et ça repartait pour un tour, etc. J'arrive plus à me lever, je réfléchis et je pleure et pourquoi moi et voilà. Même malgré tout, je suis quelqu'un de très très positif, mais je pense que dans ces périodes-là, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous tellement c'est perturbant d'avoir une activité mentale aussi prenante. C'était vraiment, je pense, le moteur, c'était l'angoisse, tout simplement. Cette dépendance affective m'a servi entre guillemets dans le sens où à la fin de l'été, courant septembre. Je m'accroche à un garçon qui est venu me chercher. Voilà, c'est lui qui est venu me chercher à Toulon. Voilà, il m'a dit voilà, on se voit, etc. On s'est vu, ça s'est bien passé et du coup, cette relation-là m'a sorti du cadre que j'avais à Toulon. C'est-à-dire que je voulais absolument quitter Toulon parce que c'était devenu une atmosphère trop nocive pour moi. Et cette relation en était l'excuse entre guillemets, même si ce n'est pas qu'une excuse. Et faut être honnête avec soi-même. J'étais quand même attachée à ce garçon et je pense que j'avais développé aussi de la dépendance affective vis-à-vis de ce garçon. Bref, et du coup, voilà, ce garçon-là m'a dit, écoute, vers chez moi, il y a des postes que tu recherches parce qu'à ce moment-là, je voulais repartir dans mon métier de base pour pas rester dans la grande distribution comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'ai suivi tout simplement. Au bout de 2 mois, j'ai trouvé un travail et me voici arrivée à la pointe ouest de la France, à Brest. Alors Brest m'a servi positivement. Cette expérience à Brest m'a servi parce que ça m'a permis de trouver une petite stabilité quand même financière, mentale un petit peu, même si pas complètement. J'ai continué à m'investir en moi, en mon développement personnel. J'ai trouvé un travail en tant que salarié dans une branche pour laquelle j'avais étudié pendant 3 ans, donc ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. J'ai ouvert mon entreprise, donc voilà, j'avais pas mal de trucs à gérer en fait, qui font que l'ébullition mentale prenait moins de place. En fait, j'avais pour habitude de vraiment combler mon emploi du temps pour ne jamais avoir à penser, ce qui est très toxique, voilà. Je sais que beaucoup de personnes font ça et je pense que je le fais un petit peu encore aujourd'hui, mais c'est moins toxique qu'à cette époque-là. Donc à Brest, voilà, j'avais mon emploi du temps de 8h à 18h qui était blindé par mon travail. Après, j'allais au sport, enfin vraiment, je ne voyais pas les journées passer et ça m'a fait beaucoup de bien. Et même financièrement, je me suis remontée. Financièrement, c'est une angoisse qui s'est un peu enlevée parce que du coup, je gagnais bien ma vie et c'est une angoisse que j'ai toujours eue, moi, manquer d'argent. J'ai toujours eu cette angoisse. Je pense que ça vient de mes proches, je sais pas, c'est une angoisse que j'ai héritée de mes parents peut-être, mais en tout cas j'ai toujours eu cette angoisse, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai toujours eu cette angoisse. J'avais quand même un petit peu le blues de ma famille et de me dire bon voilà, je me retrouve encore à nouveau dans une ville seule parce que du coup ce garçon, vous imaginez bien que voilà, une relation basée sur la dépendance affective, sur quelques mois, au bout de quelques mois, vas-y, je te rejoins à l'autre bout de la France, forcément. Voilà, j'aurais dû m'en douter, ça ne fonctionne pas forcément. Donc au bout de quelques semaines même, où j'étais arrivée à Brest, ça a cassé. Mais bon, pour le meilleur, voilà, nous arrivons du coup en 2023 et je fête les fêtes de fin d'année seule. Je me souviens du Nouvel An.
J'étais blessée parce qu'on m'avait à nouveau abandonnée. Et j'avais mis mon casque sur la tête vraiment et je dansais sur Killer Queen de Queen du coup. Et je m'identifiais beaucoup à cette musique à ce moment-là. Et vraiment ce soir-là, j'étais tellement mal, j'avais un vide à combler. Et en fait, j'avais envie d'oublier que je faisais les fêtes toute seule. Et je me suis descendue genre un pack de bières à moi toute seule, genre 20 bières à moi toute seule. Des bières juste pour souffler, juste pour oublier le temps d'une soirée que je suis toute seule. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais très vide et très malheureuse. Ouais, je peux l'admettre, j'étais très malheureuse. Cette année 2023 se poursuit du coup avec le travail, donc je me concentre à mort sur le travail. Voilà, je fais ma petite vie en fait. C'est arrivé courant juillet. Là, je décide de retrouver mes proches parce que j'ai ce vide en moi qui me dit, toujours ce vide en moi, qui me dit, en fait, t'as peut-être besoin de rentrer et de retrouver tes proches parce que maintenant que t'as fait ta petite expérience à l'autre bout de la France 2 fois, peut-être qu'il est temps de retrouver tes proches. Et du coup, je rentre retrouver mes proches en juillet 2023. Et j'avoue que c'est très compliqué pour moi parce que du coup, de Toulon à Brest, etc. Enfin, durant ces 2 dernières années, en fait, j'ai énormément travaillé sur moi, sur mes croyances, comme je vous ai dit, sur mes valeurs, sur ce que j'attends de la vie, sur ce que je projette pour moi, parce que mes plans de vie ont complètement changé avec du coup le travail que j'ai fait sur moi. Et en fait, je retrouve pas cet enthousiasme que j'ai en mes proches. Je pense que j'avais besoin de beaucoup de soutien et beaucoup d'enthousiasme, l'enthousiasme à la même échelle que le mien peut-être. Et du coup, ouais, j'étais vachement frustrée de voir qu'en fait chez moi ça a pas bougé, ça a pas trop évolué. C'est moi qui ai évolué de manière exponentielle, mais les autres n'ont pas trop évolué, sont restés dans leur même routine, dans leur même schéma, etc. Et bah personne n'a à leur en vouloir, chacun avance à son rythme et c'est totalement normal. Juste moi à ce moment-là, je pense que c'était la frustration de trop en fait. J'avais une carence d'identification. C'est-à-dire que je faisais mon chemin toute seule et j'avais besoin d'un mentor, j'avais besoin de quelqu'un avec qui m'identifier, me dire en fait j'avance pas toute seule, j'ai quelqu'un à côté de moi qui a envie d'évoluer dans la même direction que moi, j'ai quelqu'un à côté de moi qui comprend ce que je dis, qui comprend mes lectures, qui comprend quand je lui parle d'énergie, qui comprend quand je lui parle de spiritualité, de développement personnel, de croyances, etc., d'avenir et qui est ouvert d'esprit autant que moi. Et j'avais pas cette personne. Même si j'ai des amis en or que je chéris de tout mon cœur, même si ma famille je les aime de tout mon cœur et j'ai eu le soutien que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir, j'ai pas retrouvé cette identification et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup manqué. Du coup, pour en revenir au petit cheminement, je rentre à Besançon chez moi, chez mon père. Et j'étais quand même très heureuse de les retrouver. Ça fait du bien de rentrer chez soi après des années de souffrance comme ça ailleurs. Ça fait du bien d'être un petit peu quand même cajolée parce que je reçois beaucoup d'affection de la part de mes parents. Je suis très reconnaissante de ça. Mais voilà, je suis rentrée et je me suis dit je m'accorde 1 ou 2 mois de vacances, pas plus après mon travail quoi. Après on s'y remet. Mais je pensais pas que la vie allait me balayer comme ça et me dire ça sera pas 2 mois que t'auras de vacances, ma grande, ça sera 4. 4 mois et pas des vacances. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours eu une petite angoisse du manque d'argent. Et au bout des 2 mois de vacances, mes économies que j'avais fait à Brest commençaient à bien diminuer, parce que du coup, je vivais sur mes économies. J'avais pas de vacances à proprement parler, j'avais pas de congés payés, quoi. C'est vraiment, je vivais sur mes économies et je ne travaillais pas. Donc voilà, et là a commencé à naître une première angoisse de faut vite que je me bouge à trouver quelque chose parce que là mes économies elles commencent à flamber et d'un autre côté en fait je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait 1 an de poste à Brest, ça m'a blasé mon travail parce que déjà quand je faisais mes études ça me blasait. Là je fais 1 an de poste, ça m'a suffi, ça m'a un peu écœuré. Qu'est-ce que je fais? Je crée une marque? Non, je sais pas. Je suis perdue, j'ai pas d'idée, ou alors j'en ai trop et je sais pas sur laquelle me pencher. Enfin, c'est vraiment voilà, on a le retour de l'ébullition mentale. Et là, c'est la deuxième partie où j'ai été l'ombre de moi-même, où là, ça a été un peu plus intense qu'à Toulon, puisque là, à partir de septembre, la vie m'a mis
au lit, voilà. Elle m'a couché. Elle a fait une petite balayette et Julie, pouf, au lit. Tu dormiras et tu réfléchiras, voilà, mais tu n'agiras pas pour l'instant. Et ça m'a beaucoup fait du mal parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une pile électrique, que j'ai plein d'ambitions, que j'ai plein d'idées, que je vibre très fort pour mes idées, que je vais au bout des choses et que là, waouh, là je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas dans ma vie. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'était ça en fait qui tournait en boucle dans ma tête. C'était comme un flipper en fait, comme un flipper, des idées qui cognent contre les parois de mon cerveau comme ça, mais sans cesse à une vitesse folle. Et j'ai même pas le temps de me concentrer sur une question, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Enfin vraiment, c'est engrainé par l'angoisse et qui s'arrête pas. Et je pense que vraiment, si vous avez cette ébullition mentale, parlez-en à un spécialiste, parlez-en à quelqu'un qui peut vous comprendre, ou écoutez encore ce podcast, ou j'espère que ce podcast vous incitera à travailler sur cette ébullition mentale parce que c'est vraiment très très dur à vivre. J'ai vu par la suite que certaines influenceuses étaient touchées aussi par l'ébullition mentale et elles qui ont eu recours à un traitement. Moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas de traitement, que c'était pas ça qui allait me soigner parce que je savais que le problème était beaucoup plus profond, même si certains traitements règlent les problèmes psychiques. Je dis pas le contraire, mais moi je voulais pas du tout de ça. Donc je suis restée têtue comme je le suis et je suis restée dans mon petit malheur comme ça. J'ai mijoté comme ça pendant 2 beaux mois. Ouais, 2 beaux mois à me dire mais en fait c'est pas possible quoi, je peux plus et j'avais besoin d'une bouffée d'air en fait. C'était comme si j'étais je prends toujours la métaphore de l'océan, mais c'est vraiment comme si j'étais au milieu de l'océan toute seule et que j'avais pour objectif de rejoindre la rive le plus vite possible parce que j'avais peur de ce qu'il y avait en dessous, parce que j'avais peur de me noyer et que je me retrouvais à m'accrocher à toutes les brindilles en fait qu'il y avait autour de moi, sauf que comme si les brindilles allaient me supporter mon poids dans l'eau. C'est pas possible. Donc on se raccroche à tout ce qu'on peut, à toutes les ambitions qu'on peut avoir, à toutes les opportunités, sauf que tout est foireux parce que du coup on n'a pas l'énergie interne pour y aller. Donc tout foire. Donc on se dit en fait mais c'est pas possible, on est dans un gouffre en fait, même quand j'essaie de m'en sortir je retombe, etc. Donc c'est très très compliqué et j'avoue qu'à ce moment-là vraiment du mois d'octobre, même septembre, mi-septembre jusqu'à début janvier, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est-à-dire que plus l'angoisse prend de la place, plus l'ébullition prend de la place, plus je commence à vraiment me sentir très 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 mal avec moi-même. Je me dévalorise physiquement, je me dévalorise mentalement, je dévalorise ma valeur. Je me dis que je suis incapable vraiment et je me trouve horrible. Voilà, dans tout mon aspect et vraiment je me sens vraiment, je peux dire vulgairement comme une merde, clairement. J'arrive pas à trouver des solutions alors que moi les solutions c'est le cœur de ma vie quoi. Pour moi chaque problème a sa solution et là je trouvais pas la solution. Bref. Donc je ne bougeais pas de mon lit à cette période-là et les seules fois où je pouvais bouger de mon lit c'était pour aller faire un tour en voiture. C'était ma thérapie, c'était voilà, je partais en voiture seule, je roulais je ne sais combien de kilomètres, je savais même pas où j'allais, je roulais et je mettais ma musique et ça allait généralement mieux. Sauf que au fur et à mesure en fait que cet état mental prenait de la place, j'ai commencé à avoir des idées noires. Alors les idées noires ça a pris beaucoup de place au début dans mon lit. Et après, ça a commencé à prendre de la place quand j'étais en voiture. Et là, ça commence à être un vrai problème parce que je prenais la voiture pour me détendre. Au final, durant le trajet, en fait, mon cerveau hurlait, mais clairement hurlait. Premier degré, hein. Vraiment, je me suis dit à un moment donné, je suis schizophrène, c'est pas possible. J'ai une voix qui hurle dans ma tête. Vas-y, tourne le volant. Mais tourne le volant. Vraiment, c'était... Vas-y, tourne le volant, on s'en fout, il y a un fossé, vas-y, t'as rien à perdre, tourne ce putain de volant. Et je sais pas, j'avais un moment de lucidité, j'avais encore un petit peu de lucidité à me dire, non en fait, non, je vais pas tourner ce volant, reprends-toi. Et je me souviens, et des fois je me mettais des petites claques comme ça en me disant, non, tu peux pas faire ça. T'as toute la vie devant toi, t'as des proches qui t'aiment, t'as un toit sur la tête, t'as encore des sous. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu n'as pas tout perdu. C'est juste un passage. Et j'avais cette petite lucidité. Là, on était à niveau de, 50-50. Vraiment, les idées noires prenaient le dessus à 50%
sur les idées, la lucidité, on va dire. Et plus le temps avançait, plus les idées noires grappillaient dans le pourcentage, c'est-à-dire qu'on a atteint, par exemple, les 80%. Voilà, les idées noires écrasaient la lucidité à 80%, et là, j'ai commencé à vraiment avoir peur. Là, j'ai commencé à vraiment avoir peur parce que je me suis dit, en fait, je veux plus jamais que quelqu'un monte avec moi en voiture, parce que si j'arrive plus à avoir la lucidité que j'ai, comment on fait, en fait? Je peux pas risquer la vie de quelqu'un. Je peux plus prendre la voiture parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Enfin, c'était vraiment waouh. Moi, c'est ce qui m'a vraiment traumatisée, c'est vraiment ces cris, cette voix très prenante dans ma tête de vas-y, tourne le volant, mais tourne le volant, vas-y. De toute façon, il y a plus rien à perdre. Et là, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler à mes proches qui ont été très blessés. Je l'ai compris par leur réaction. Mon père a vraiment pas compris. D'ailleurs, enfin voilà, c'est très dur d'entendre ça de son enfant. Mon père a très très peu compris. Ma mère, c'est pas la première fois qu'elle m'entendait dire des choses comme ça. Mais là, elle a vraiment pris mon état très 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 au sérieux, parce que du coup, vraiment, ça se voyait sur mon visage. J'avais perdu des kilos, beaucoup de kilos. Pourtant, je suis pas épaisse. J'étais toute creusée, j'avais des cernes très noires, très marquées. J'étais livide, blanche. Je mangeais plus. Enfin, c'était un état vraiment, je dirais déprime, parce que j'irais pas jusqu'à la dépression, même si je pense que je m'en rapprochais. J'ai pas eu de diagnostic, donc je me pencherai pas sur cette hypothèse-là. Par contre, une grosse déprime, ça c'en est sûr. J'étais toujours habillée d'un sweat noir, d'un jogging, la capuche. Enfin vraiment, je me maquillais plus. J'étais l'ombre de moi-même, vraiment. Et un jour où j'avais passé la nuit à pleurer, j'avais appelé ma mère en disant bah, je peux plus. Je veux que ça s'arrête. Je veux que cette ébullition mentale s'arrête. Je veux plus souffrir. Je veux plus ressentir ce vide que j'ai dans le cœur, ce vide que j'ai dans le ventre. Je veux plus que ma tête tourne. Je veux plus tout ça. Et ouais, je me rappelle, quel numéro c'était, j'avais appelé, je ne sais plus le numéro, je vous le mettrai, sur la vidéo si vous regardez la vidéo. C'était prévention suicide. J'avais appelé ce numéro-là, et j'avais appelé, j'étais en pleurs. et et j'avais dit mais en fait je veux partir. Genre je veux plus désolée. Je veux plus vivre, en fait. Je veux que ça s'arrête. Je peux plus de ma tête qui tourne dans tous les sens. Genre, j'en peux plus, en fait. Il faut que ça s'arrête. Et la personne a été vraiment très, très bienveillante à ce moment-là. Après, c'est leur travail, hein, mais elle a vraiment été d'une douceur exceptionnelle. Et ça a su mettre une main chaude sur mon cœur à ce moment-là. Parce que vraiment, vraiment, je perdais tout espoir. Vraiment, c'est très très dur. Vraiment, si vous êtes dans cette situation de détresse psychologique, je vous soutiens à 1000%, parce que c'est tellement perturbant quand on est quelqu'un de solaire, quelqu'un d'épanoui, qui fait rire les gens, qui est très positif, de redescendre si bas sous terre. Et même quand vous êtes quelqu'un en fait qui a entre guillemets malheureusement l'habitude de vivre avec cette déprime ou dépression, et qui a ces idées noires depuis des années, vraiment, je vous soutiens, parce que c'est une épreuve exceptionnellement difficile à vivre. Et n'hésitez pas vraiment à chercher de l'aide. Accrochez-vous, vraiment, accrochez-vous, c'est trop important. Vous êtes important, vous êtes précieux, et vraiment, sachez-le, vous êtes précieux. Et même s'il faut appeler un nombre incalculable de fois ce numéro vert, s'il faut appeler un ami proche, si c'est vraiment votre ami, il vous répondra toutes les fois que vous appelez, vraiment, allez-y, n'hésitez pas, appelez, ne restez pas seul, parce que c'est très 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 compliqué. J'en ai parlé à ma mère, du coup, qui a trouvé un rendez-vous psy en urgence. Moi, il faut savoir que j'ai un rapport très compliqué avec les psychologues, dans le sens où j'y crois moyen. Parce que en fait, je me dis, avec le travail que j'ai fait sur moi, je me dis que la personne, elle va me dire des choses que je sais déjà. De par mes expériences précédentes, bah ça me sert à rien. Je suis désolée, hein, je mets pas les psychologues tous dans le même panier, hein. C'est vrai que vous avez une profession qui est très compliquée, très très difficile à gérer, et j'en suis reconnaissante. Mais j'avoue que moi, j'y croyais moyen. Donc elle arrive à me trouver un rendez-vous chez une psy, et j'arrive ce jour-là, et ça a marqué définitivement
Même si je m'arrête, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que je m'arrête à une expérience, mais non, j'en ai eu plusieurs des expériences avec des psys. Et là, vraiment, ça a marqué la fin de mon accord vis-à-vis d'un psy, parce que vraiment, vraiment, les bras m'en tombent en fait. Les bras m'en tombent. Je tiens à vous partager cette expérience parce que ça peut arriver à tout le monde et que faut pas, voilà, moi je ne mets pas du tout les psys tous dans le même panier. Je sais très bien que celle-ci était à part, j'espère en tout cas. Mais ouais, ayez un jugement aussi sur les gens que vous avez en face de vous, c'est très important. Donc j'arrive chez cette psy, il est genre 13h, un truc comme ça, donc c'est un rendez-vous en urgence. J'arrive, je peux à peine marcher, vraiment, j'ai perdu des kilos, mais des kilos. Et j'arrive plus à marcher parce que je suis tout le temps dans le lit et j'y vais quand même pour ma mère. J'y vais parce que je sais que elle se rend malade aussi, que je sois pas bien, donc j'y vais pour ma mère. Je me force. J'arrive dans la salle d'attente, j'ai ma capuche sur la tête, je pleure sans contrôler mes larmes. Vraiment, mes yeux sont baignés de larmes. Je pleure et elle arrive en face de moi. Je la vois arriver au loin dans le couloir. Elle arrive à ma hauteur et en me découvrant, elle me fait oula. Bon, déjà ça m'a paru bizarre quand même, parce que ça paraisse bizarre à une psy de voir quelqu'un qui pleure. Bon, c'est généralement, si on va chez la psy, c'est généralement soit qu'on a le courage de faire un travail sur soi, sur ses traumatismes, etc. Soit que là, on va vraiment pas bien et qu'on a besoin d'en parler à un professionnel. Elle m'invite dans son bureau, elle m'invite à m'asseoir, etc. Sauf que moi, à ce moment-là, à cette période de ma vie, j'avais tellement mal et j'avais tellement des paroles. Je pense que ce que je pensais, en fait, si je le sortais, c'était tellement violent que du coup, je me retenais de le sortir. Et j'avais une énorme boule, une sensation de boule à l'intérieur, enfin juste là au creux de la gorge. Et j'arrivais pas à parler. Donc je me suis dit peut-être que la psy va essayer de me dénouer la langue, je sais pas, elle va peut-être par des questions m'amener petit à petit à parler de ma situation, etc. Et elle se pose comme ça, puis elle me dit alors qu'est-ce qui vous arrive? Et là j'avais les yeux baignés de larmes et je lui dis j'arrive pas à parler, je sais pas parler, j'arrive pas, je sais pas quoi vous dire, je sais pas. Et elle commence à me poser des questions, mon nom, mon âge, ma profession, etc. Je lui dis vaguement que je suis prof de sport parce que j'ai pas envie d'épiloguer sur ma profession. Elle me dit mais c'est cool et tout, prof de sport c'est bientôt la rentrée, etc. Et je dis super. Et j'arrive pas, et je m'effondre et je pleure et j'arrive pas à parler, j'arrive pas à sortir ces mots. Et elle continue à me faire la discussion, mais de choses banales, de type je sais pas, l'éducation nationale. Je sais même plus ce qu'elle me disait. Elle me parlait de l'éducation nationale et je lui dis je vous coupe, je suis désolée mais j'ai envie de mourir. Genre j'ai plus envie de vivre. Là tel que vous me voyez là, franchement, il y a plus rien qui me retient et j'ai plus envie de vivre. Et elle me dit mais madame vous avez 25 ans. Et mais madame là c'est pas ici qu'il faut venir, faut aller aux urgences psychiatriques. Et là je la regarde et je me dis, enfin dans ma tête je me dis ah ouais meuf, genre je viens dans ton cabinet, je suis 6 pieds sous terre. Bien sûr que je sais qu'il y a les urgences psychiatriques, sinon enfin voilà. Je veux dire, t'étais mon dernier espoir, quoi. J'avais pas envie d'aller au-delà. En fait, j'avais pas envie de m'avouer que j'avais besoin d'aller peut-être éventuellement aux urgences psychiatriques, j'en sais rien. Moi, je pensais déjà, je réfléchissais à me faire interner tellement je me disais, je deviens folle. Là, j'ai une maladie mentale, c'est pas possible tellement ça tourne dans ma tête, j'ai une maladie mentale. Et qu'elle me dise ça, je me suis dit, mais punaise, t'étais mon dernier espoir. Et du coup, vraiment, les bras m'en tombent. Là, vraiment, les larmes s'arrêtent parce que c'est de la déception la plus grande. Elle me dit, ben voilà, on se retrouve jeudi. Voilà, dans 2 jours. Prenez le temps de respirer, etc. Et quand vous aurez besoin de parler, vous venez. Mais j'ai besoin maintenant. Genre, aide-moi à parler, aide-moi à sortir ces démons, aide-moi à comprendre ce que j'ai, aide-moi à savoir pourquoi ça tourne dans ma tête comme ça. Et là, elle me dit, bah ça fera 70 €. Waouh, j'ai fait ok, c'est bon. J'ai failli sortir du cabinet, ne pas payer et juste dire mais madame vous êtes juste incompétente, ni plus ni moins. Et ma mère m'a élevée avec beaucoup trop de respect, donc j'ai payé. Je suis sortie. Le rendez-vous a duré exactement 10 minutes durant lesquelles elle m'a parlé de l'éducation nationale, où il y a eu aucun, à part le fait que je lui ai dit que j'avais des idées noires, c'est tout. Le reste, il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a rien eu. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon,
par soi-même. On va se relever par soi-même, comme on a toujours fait finalement, on sait faire. Donc du coup, j'ai décidé en novembre de me trouver un travail en intérim, quelque chose qui m'occuperait l'esprit pour que j'ai moins à penser. Donc je suis repartie dans la grande distribution. J'ai travaillé, je crois 2 mois dans la grande distribution. Enfin bref, c'était vraiment purement pour renflouer les caisses et puis m'occuper l'esprit. Voilà, ça m'a bien servi quand même parce que du coup j'ai fait des rencontres sympas. Et j'ai pu m'occuper l'esprit, ça m'a redonné un petit peu un goût à la vie. J'ai quand même vécu par défaut à ce moment-là parce que je me suis dit en fait meuf, t'as juste fait ce que tu faisais à Toulon. Genre, tu t'es trouvé un travail alimentaire et puis tu vis par défaut. Tu vis pas, t'as toujours ce vide en toi et tu vis pas ce que t'aimerais vivre en fait. Tu t'écoutes pas. Et durant cette période des 2 mois, j'ai rencontré quelqu'un qui a été tout simplement ma lumière. Cette rencontre, je la bénis. Vraiment, je suis tellement reconnaissante que la vie m'ait mis cet homme sur ma route. J'ai tellement prié pour avoir de l'aide. J'étais dépourvue d'énergie, dépourvue d'espoir. J'ai prié pour avoir de l'aide. Que, en fait, je sais pas, la vie, Dieu, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, m'a envoyé ce monsieur. Voilà, je tairai son nom pour des raisons évidentes. Il le sait, mais il m'a sauvé la vie. Et il a été ma lumière dans les ténèbres que je traversais. Je l'ai rencontré un soir de novembre et j'aurais jamais pensé établir un tel lien avec lui. Vraiment. Même rencontrer quelqu'un comme lui, je pensais pas. Pour moi, c'était devenu impossible. Il est spécial et il est sensible, ouvert d'esprit et bienveillant et il est attachant et doux. Il a été ma bénédiction durant cette épreuve et je serai jamais assez reconnaissante qu'on ait entendu mes prières et qu'on l'ait placé sur mon chemin comme je vous l'ai dit juste avant. Il a été à l'écoute de ma souffrance, l'a prise dans ses mains et l'a bonifiée pour m'apporter ce dont j'avais besoin. La solution à mes démons n'était pas dans une vidéo YouTube mais bien dans ce lien que j'ai eu avec lui. Dans ces discussions tard le soir. Lorsqu'on se voyait, il avait la capacité d'éteindre mon cerveau. Je pensais à rien d'autre qu'à la conversation qu'on entretenait. À chaque fois qu'il m'écoutait, il s'évertuait à trouver des solutions avec moi à mes problèmes, à donner son avis objectif en toute bienveillance, et c'est mon étincelle qui se rallumait petit à petit. Il l'a rallumée. Il m'a poussé, il m'a donné la force de mettre un pied devant l'autre, et de me surpasser et surtout de changer de vie. Il a compris que tout mon malheur n'était dû qu'au fait que j'ai une vie qui ne me satisfasse pas. Il était l'eau qui éteint le feu, qui embrasait tout mon être, et à la fois cette flamme qui réchauffe. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il me comprenait sans même que j'aie à parler. Ses mots étaient comme des pansements qui plaçaient sur mon cœur. Pourquoi je tiens tant à vous faire la description aussi précise de lui, de nous? Parce que cette relation m'a sauvée. Et j'imagine qu'il vit sa vie sans même se rendre compte qu'il a sauvé la mienne, même si je lui ai déjà dit plusieurs fois. Et je sais que s'il écoute, il saura se reconnaître. J'aimerais que vous compreniez à travers ce message que parler de votre détresse est primordial. Je conçois qu'on puisse être pudique, méfiant, que sais-je. Seulement une angoisse, qu'importe son intensité, se nourrit jour après jour. Elle-même, elle devient de plus en plus grosse jusqu'à ce qu'elle vous coupe la respiration, éteigne votre flamme intérieure et vous fasse croire que votre vie n'a pas de sens, qu'y mettre un terme est la chose la plus simple et soulageante. Sachez que toutes ces idées sont fausses et temporaires. Il faut s'accrocher et surtout garder son cœur ouvert parce qu'à tout moment, une lumière peut jaillir de nulle part et vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez poser votre tête sur son épaule, décrire en détail la douleur qui vous consume et cette personne, par amour, vous aidera à sortir de tout ça. Vous êtes précieux, toujours aux yeux de quelqu'un. Voilà, ça c'est le petit passage que j'ai écrit pour ce monsieur, pour vous décrire à quel point je suis reconnaissante. Je pense que j'aurais jamais toute la reconnaissance et la gratitude du monde pour parler de lui. Vraiment, comme je vous ai dit, j'ai prié en fait pour trouver quelqu'un à qui m'identifier, quelqu'un qui faisait un chemin également de développement personnel. Lui, il était dans ce chemin et il m'a comprise. Il a compris mes mots et c'est juste la plus belle preuve d'amour qu'on m'ait jamais faite, c'est de comprendre mes mots et d'essayer de trouver des solutions avec moi. Et j'en serai éternellement reconnaissante. Je me dis que c'est le fils de quelqu'un et que ce quelqu'un doit être extrêmement fier de cette personne parce qu'il est juste exceptionnel. Bon,
Pour parler un petit peu du positif, parce que ici, on parle positif et surtout, on parle solution. Okay, donc, nous sommes le 1er janvier. Le 1er janvier 2024 et cette année sera différente. Je le sais. Au plus profond de moi, cette année va résonner un peu comme Midnight in the City. Je sais pas si vous voyez de quelle musique je parle, mais dans ma tête, c'est comme ça. Je sais pas, ça résonne en moi, ça résonne en mon ventre, ça rayonne et je me dis mais cette année ça va être fou. Ça peut pas être pire de toute façon que 2023 parce que j'ai vraiment touché le fond. Donc du coup, je me pose dans mon canapé, je me souviens, et j'ai écrit une petite note parce que j'avais vu c'était la grande mode des prédictions pour voilà écrire ses prédictions, etc. Donc j'ai écrit une petite note pour 2024 que je vais vous lire de suite. J'ai écrit Bonjour 2024. Je suis ravie de te vivre. Très reconnaissante de lire cette date. En 2024, je suis heureuse, épanouie et sereine. Je vis chaque moment comme une bénédiction et la vie n'est qu'un long fleuve tranquille. En 2024, je me laisse guider par la vie. Je lâche totalement prise et j'accueille tout ce qui vient à moi. En 2024, je suis le centre principal de ma vie. Mon intérêt passe avant tout et c'est pour ça que je suis célibataire en 2024. Ni aventure, ni histoire. 2024, c'est moi. En 2024, je voyage beaucoup. Je vois énormément d'endroits différents. Plus beaux les uns que les autres. Je m'émerveille des paysages paradisiaques. Je vois et je vis des moments uniques qui restent gravés dans ma mémoire. Ces moments marquent un tournant spirituel dans ma vie. Je fais des rencontres humaines qui m'ouvrent les yeux sur l'essence même de la vie. En 2024, je prends une claque de mindset. J'évolue de manière exponentielle et j'attire toutes les bonnes situations à moi. En 2024, je suis légère, la mer est calme. Enfin, ça fait du bien. Merci 2024 pour ce que tu es déjà. Et devinez quoi, 2024 a été la plus belle année de toute ma vie. Voilà, mais ça c'est un petit spoiler alert de la suite. Mais du coup, alors j'ai écrit ce message avec toute la sincérité et l'honnêteté que j'ai envers moi-même. Et il s'avère que quasiment tout s'est réalisé sur ce message. Enfin, c'est une folie. C'est une folie. Vraiment, 2024 a changé ma vie. Et j'ai commencé à changer ma vie aux alentours du 7 janvier, puisque ma petite lumière m'a dit que lui, il avait pour projet de partir en saison à la montagne. Et moi, à ce moment-là, je rêvais de montagne, mais je n'avais pas du tout projeté la saison. J'avais juste projeté que voilà, je saurais que la montagne saurait me soigner. Et en fait, il m'a convaincu. Il m'a convaincu à mettre un pied devant l'autre et à foncer à la montagne, à trouver une saison et dire ok, maintenant je change de vie. De toute façon, plus rien ne me retient ici. Je travaille en grande distribution, j'ai juste mon appart et ma famille, mais en soi, il faut que j'aille me soigner. Il faut que j'aille me soigner. Et j'avais ce besoin viscéral d'être à la montagne. Je saurais vous expliquer. Il y a des envies de femme enceinte, des fois on a envie de chocolat. Moi j'avais envie d'être à la montagne. C'est envie de femme enceinte, c'est une obsession. Vraiment, toute ma tête tournait autour du fait d'aller à la montagne, que la montagne me soignerait, etc. Et c'est aux alentours du 7 janvier que je décide de poser ma petite candidature sur le groupe Facebook des saisonniers des stations de ski pour éventuellement trouver une saison, peu importe la station. Vraiment, j'étais pas fermée à la distance. J'avoue que c'était vraiment le désespoir aussi qui motivait ma candidature. Donc j'ai juste mis un message simple comme quoi je cherchais un poste de chef de rang logé nourri sur les conseils de ma lumière, toujours. Et quelques jours après, vraiment 2-3 jours après, une patronne me répond. Donc je vais commencer à pister les restaurants et je vois que c'est un restaurant d'altitude avec DJ set le jeudi et tout. Je me dis mais c'est fou que ce soit ce restaurant et pas un restaurant au milieu d'un petit village pas du tout connu qui me répondent et tout. Et du coup voilà, on échange, etc. Elle me dit honnêtement que mon expérience en tant que chef de rang est pas assez fournie et du coup elle a quand même un poste pour moi au sein de ce restaurant, mais au snack. Je me dis mais c'est fou, j'ai trop hâte de découvrir ce que c'est quoi. Et une semaine après, je suis arrivée à La Rosière du coup. Et j'ai été accueillie vraiment bras ouverts. J'ai été en coloc pendant 4 mois avec une Belge que j'embrasse d'ailleurs, et avec qui on a vécu des trucs trop cool, comme des trucs un peu moins cool, c'est la vie de la coloc. Mais au final, je suis vraiment très reconnaissante. Elle m'a accueillie vraiment comme une petite princesse. Je me rappelle, j'ai passé le pas de la porte, elle me dit bienvenue chez nous. Enfin, elle était trop mignonne et c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était de l'amour des gens, de remplir mon petit sac interne d'amour. Et j'en suis ressortie de cette saison, mais avec un sac mais tellement plein et une reconnaissance incroyable. Je me souviens avec du coup ma coloc vers la fin,
Genre, il me restait 3 jours de travail. On s'était posé sur la terrasse et on discutait et je lui racontais un petit peu mon histoire. Et je lui racontais un peu la gratitude que j'avais envers cette saison. Bien sûr, il y avait énormément d'émotions à ce moment-là. Et le fait de découvrir les saisons, ça m'a débloqué une liberté incroyable. Ça m'a débloqué vraiment la possibilité de me dire, ben ok, je suis pas prisonnière d'un taf. Je peux voyager entre-temps, je peux économiser parce que du coup je suis logée, nourrie. Enfin, pour moi, ça n'a que des avantages. On rencontre de très belles personnes et c'est vraiment une très belle occasion de profiter de sa jeunesse aussi. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Même si je regrette pas du tout mes études et mon parcours. Il faut savoir du coup que c'est un schéma de vie qui est assez marginal. Aujourd'hui, les esprits commencent à s'ouvrir autour de ce schéma de vie, mais ça n'a pas toujours été facile. Moi, je sais que mes parents n'ont pas compris, mes grands-parents n'ont pas compris non plus. Au début, voilà, j'étais vraiment, en fait, je passais vraiment pour la chômeuse entre guillemets parce que j'avais pas de travail stable, mais c'est le but en fait de pas avoir vraiment de stabilité et c'est ça qui m'a sauvée. Aujourd'hui, mes parents comprennent complètement le concept parce que du coup, je leur parle avec tellement de passion. Ils ont vu que ça m'a sauvée, que du coup, ils comprennent totalement. Et ils me disent aussi que s'ils avaient pu faire ça étant jeune, ils l'auraient fait. Donc, je suis assez reconnaissante à ce niveau-là. J'ai réussi à ouvrir les esprits autour de moi. Et vraiment, je l'ai conseillé à des personnes qui se retrouvaient exactement dans le même schéma que moi, avec des idées noires, avec une perte d'ambition, etc. Et ça les a sauvés. Donc je suis vraiment reconnaissante de ça, reconnaissante du fait que d'avoir vécu les saisons et de pouvoir les recommander aujourd'hui. À l'heure actuelle, j'avais entamé une saison, mais je suis actuellement posée et c'est bien aussi. Voilà, je pense que chaque chose en son temps. J'avais besoin de cette petite année de saison pour voyager, pour me soigner, pour me construire, pour affiner mes attentes et découvrir d'autres choses tout simplement. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, ok, ça y est, maintenant j'ai d'autres ambitions. Je n'ai plus du tout d'ébullition mentale parce que je suis à la bonne place. J'ai trouvé ma place, en fait. Et c'est très émouvant pour moi de vous dire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait du mal durant cette période que je vous ai décrite. C'était vraiment le fait de trouver ma place, c'est ça qui me rendait malade. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Je sais que j'ai pas à paniquer parce que les saisons existent. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a soignée, mais au plus profond de moi. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de l'avenir parce qu'aujourd'hui, j'ai des ambitions très très grandes. Je sais où je vais, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi j'économise mon argent et je sais pertinemment au fond de moi, j'ai une ambition qui m'appelle plus que les autres. J'ai un rêve et je sais que je me lève tous les matins pour ce rêve. Et ça n'a pas de prix. Se lever tous les matins pour quelque chose, parce qu'on voit loin dans l'avenir, je trouve que ça n'a pas de prix et ça réduit cette angoisse en fait qu'on a l'habitude d'avoir. Tant les saisons m'ont sauvée, les saisons ont été ma solution, m'écouter a été ma solution et surtout ouvrir mon cœur à d'autres personnes a été ma solution. La solitude ne résout rien. On a besoin des autres, on a besoin des conseils des autres, on a besoin de l'avis objectif des autres. Ça soigne beaucoup d'angoisse, ça soigne beaucoup l'ébullition mentale. Vraiment, pensez-y. Si vous êtes dans la même situation, ouvrez-vous aux autres. Voilà, c'est très important. Écoutez les conseils des autres parce qu'ils disent pas forcément n'importe quoi. Et prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à appeler un numéro vert si vous êtes dans la situation la plus critique. N'hésitez pas à voir des professionnels. N'hésitez pas à vous ouvrir. N'hésitez pas à vous entourer. J'espère en tout cas que tout le monde est entouré. Tout le monde a des proches aimants et en tout cas, si vous n'êtes pas assez entouré, moi je suis là. N'hésitez pas si vous vous retrouvez dans ma situation à m'envoyer un message. Ce serait un plaisir pour moi de vous aider, de vous aiguiller et surtout d'être présente pour vous parce que moi c'est ce dont j'ai manqué. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce message aidera au moins une personne. Et prenez soin de vous. Écoutez ce podcast autant de fois qu'il vous sera utile. C'était Julie au micro d'Off the Record. Des gros bisous.